Bonjour donc à tous autour de cette rencontre avec Jean Dufaux et Philippe Delaby, autour donc de ce troisième volume du deuxième cycle de La complainte des Landes perdues. Jean Dufaux, vous êtes un scénariste évidemment prolifique que l'on connaît, qui a tâté de beaucoup de genres, Giacomo C, Jessica Blandi, plus récemment Rapace, Murena. Cette série-là, donc, est-ce que le qualificatif, quand vous l'avez créé, est-ce que le qualificatif d'heroic fantasy vous satisfaisait, ou est-ce que c'était une série, donc, enfin, dans quel esprit vous l'avez créée, cette série, en 93 avec Rosinski? J'ai un grand intérêt, je porte un grand intérêt aux mythologies. Mythologie grecque, latine, mythologie celtique, scandinave, islandaise, les mythologies qui se transforment en mythes, puisque je m'intéresse également à un mythe du 19e siècle, même du 20e siècle plutôt, enfin 19e, 20e, le vampire, le robot, ce sont des mythes aussi actuels. Et donc ce qui m'a intéressé, c'est un croisement entre les lectures qui tournent autour des cycles de Merlin, du roi Arthur, également de Shakespeare, des pièces historiques de Shakespeare, et d'une partie historique tout bêtement de l'histoire d'Angleterre. Et c'est en travaillant sur la matière, en travaillant justement ces mythologies, ces voyages, que je me suis rendu compte que j'étais parti non pas vers un personnage, mais vers un territoire, une carte, qui était la carte des Landes perdues. Et c'est en travaillant sur ces Landes perdues que lentement la carte s'est dépliée, s'est ouverte, et que je me suis trouvé devant un travail plus conséquent. Comment travaillez-vous ensemble? Est-ce qu'il y a un mode de fonctionnement qui est traditionnel entre le scénariste et le dessinateur, donc de transmission du scénario achevé et application du dessin, ou est-ce qu'il y a un échange qui est quand même plus poussé sur des questions scénaristiques, justement, ou Philippe Delaby? Est-ce que vous êtes parfois rétif aux propositions de Jean Dufaux, ou plutôt finalement assez accommodant? Depuis le moment où nous travaillons ensemble, je n'ai jamais eu à aucun moment à me plaindre de mon comparse. Tout se passe de manière très très fluide, très simple. Il y a un réel échange. Je pense que Jean Dufaux a quelque chose de vraiment fabuleux en lui, c'est cette capacité à vraiment s'ouvrir aux autres et à écouter ce que l'autre désire quelque part. Parce qu'il y a non seulement cette création du scénario, mais d'un autre côté, il y a aussi le désir de voir comment va évoluer le dessin. Et en fonction du dessinateur qui est en face de lui, je pense qu'à un moment donné, il satisfait à notre demande. Donc à certains moments, ben, forcément, ce qu'on a rêvé depuis un moment à dessiner, ben, on le fait. Et avec le temps, ça vient tout seul. Pour La complainte des Landes perdues, est-ce que cette liberté que vous avez, puisque vous n'êtes pas tenu au respect d'un contexte historique, est-ce que cette liberté-là, elle est plus difficile ou moins difficile à manipuler qu'une matière historique où finalement vous êtes aussi un peu limité par une certaine réalité? Est-ce que ça c'est plus facile ou moins facile à manipuler? Au niveau de l'imaginaire, il y a moins de livres, il y a moins de pression autour de vous, c'est clair. Par contre, il y a toujours cette contrainte de la précision. Que M. Delaby me dessine, je dirais, une villa romaine, ça demande effectivement beaucoup de temps. Mais dans Complainte, quand M. Delaby me dessine une forêt, le feuillage, l'impression que doit donner le feuillage de la forêt, l'impression de menace, d'étouffement, il se cache quelque chose derrière cette forêt. Je crois que c'est un travail aussi titanesque. Et je pense que dans la couleur, c'est la même chose. C'est un album qui n'est ni noir ni blanc, il est gris et rouge et vert. Donc il y a un travail aussi sur une certaine oppression au niveau des couleurs. Oui, justement, alors sur l'identité, je dirais, graphique de ces complaintes, il y a des personnages. Alors, c'est vrai que par rapport notamment à Murena, bon, j'ai noté, il y a cet extraordinaire personnage du Guinéen Lord. Alors, justement, comment vous l'avez créé, ce personnage? Comment vous l'avez conçu graphiquement? Est-ce qu'il y a plusieurs essais, plusieurs étapes? En fait, Jean et moi, quand on s'est vus et quand on a un peu décrit les personnages, notamment le Guinéen Lord, c'est un personnage qui doit avoir une impression de force, une impression maléfique et carapassonnée. C'est tout ce qu'il y avait comme description. Comme indication. Voilà. Mais c'est pour ma part amplement suffisant pour pouvoir après faire travailler mon imagination. Je me suis dit, personnage avec une armure noire, et pourquoi pas avoir une sorte
de matière vivante, organique à l'intérieur. D'ailleurs, quand vous regardez sa carapace, vous avez des endroits comme ça, vous avez des petites ouvertures, vous avez l'impression d'avoir une sorte de... On ne sait pas si c'est du feu ou si c'est de la braise, quelque chose qui bouge. Est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est un être humain? On ne sait pas, on le découvrira plus tard. Ça m'est venu assez vite. Moi, dans ma tête, je n'avais pas un personnage connu ou un acteur connu ou un chevalier connu. Simplement, il fallait une silhouette menaçante avec des cornes, avec quelque chose de très agressif au niveau des lignes. Et le fait de ne pas voir le visage, pour moi, c'était doublement menaçant. Parce que vous pouvez faire un personnage, faire un méchant avec une trogne pas possible, mais le fait de ne pas voir l'identité, je trouve que ça apporte quelque chose de vraiment inquiétant. En ça, je trouve que le Guide à l'ordre, pour ma part, est assez bien réussi. Enfin, j'en suis content, parce que tout réside dans cette voix qui sort de cette armure. C'est une armure qui, somme toute, bouge seule, ou on ne sait pas. C'est le gros point d'interrogation. Comment, justement, quand on est un dessinateur, on aborde la question de la violence? Chez Murena, vous l'avez aussi beaucoup abordé. Murena est une série extrêmement violente, mais la Rome de Néron était une époque extrêmement violente. Si vous saviez, mon bon monsieur. Également. Et justement, comment on négocie un petit peu graphiquement avec la violence, avec la représentation de la violence? Est-ce que c'est quelque chose qui vous pose pas du tout de problème, ou c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez en fait quand vous la mettez en scène? Ça ne me pose pas de problème. Maintenant, c'est vrai que faut savoir que c'est un album qui se partage, qui va être lu par, on espère, le plus grand nombre. Donc, il faut faire assez attention. Maintenant, il ne faut pas non plus se leurrer, pouvoir se lâcher dans des scènes d'extrême violence, c'est aussi une sorte de thérapie pour le dessinateur ou pour un auteur. Je pense que ça fait beaucoup de bien. Justement, Jean Dufaux évoquait le Bragen, hein, il y a cette scène de combat assez extraordinaire, avec un bestiaire. Ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau pour vous, cette création d'un bestiaire imaginaire. Comment vous abordez ça? Vous voyez, ce sont de vieilles idées que j'avais déjà depuis longtemps. J'avais très envie de créer des monstres, et puis là, ça a été vraiment l'occasion. Jean m'en a donné vraiment la preuve. Donc, quand il m'a décrit la séquence, il m'a dit c'est vrai, vas-y, lâche-toi. Il me donne un petit descriptif de départ, et puis après, c'est à moi à faire le reste. Et pour moi, ça a été vraiment, du début à la fin de cet album, une véritable récréation. Donc, pour moi, graphiquement, j'ai pris un énorme pied. On évoquait là, tout à l'heure, donc je vous faisais part, Jean Dufaux, de mon trouble quand j'ai repris la série, donc quand j'ai repris le premier cycle, et puis quand j'ai lu évidemment le dernier volume, du lien qui pouvait donc exister entre donc cette série de La Complainte des Landes Perdues, cet univers, le fait que l'heroic fantasy ne vous convienne pas, parce que c'est vrai que ça n'est pas l'adjectif qui convient pour cet album, et puis la série en ce moment dont tout le monde parle, qui a un succès mondial, et qui va, je pense aussi, qui est en train de commencer à gagner la France, qui est Games of Thrones. Il y a un univers, il y a une communauté, presque un lien de pensée assez extraordinaire. Alors vous avez commencé la série, on l'a dit, en 93, entre cette série-là et La Complainte des Landes Perdues. Alors cette série, vous êtes en train aussi, je crois, de la regarder. De manière plus précise, donc sur cette série, de manière plus générale, est-ce que les séries américaines aujourd'hui, j'en ai pas mal discuté avec d'autres scénaristes, elles forcent l'admiration en fait aujourd'hui par leur créativité, par leur rigueur, par leur talent d'écriture. Est-ce que pour vous, c'est à la fois aussi une source d'inspiration et une source d'admiration de ces séries-là? Alors moi, qui suis un grand fan et qui étudiais de toute façon le cinéma américain-français des années 60-70, j'ai vu tellement de films que je n'étais plus très impressionné par grand-chose au cinéma, il faut l'avouer. Et à nouveau, le système d'admiration, parce qu'il est important d'être admiratif et d'admirer dans la vie, le sentiment d'admiration dont parlait André Malraux, ce sont les séries américaines. Mais en plus, ça me correspond très bien, parce qu'elles sont très souvent sur un thème choral, avec un arc principal et des arcs secondaires. Et c'est ma façon d'écrire. Et je me suis retrouvé
beaucoup plus facilement dans les séries américaines actuelles que dans certains films des années 2000, 1990, etc., etc. C'est presque une même façon de travailler. Je dispose de moins de place, de peut-être moins de moyens. Le Game of Thrones, c'est remarquable aussi pour la rythmique dans laquelle je me retrouve. C'est-à-dire que c'est très curieusement à la fois, dans chaque épisode, il se passe énormément de choses, et en même temps, c'est très lent. Et là, c'est une rythmique qui me convient parfaitement. J'adore une rythmique où on prend son temps, et qui subitement est traversée par un éclair, par une secousse. C'est comme un cœur qui se met à battre très fort, et puis on revient à un rythme normal. Et donc, c'est vrai que je me suis retrouvé dans beaucoup de séries américaines, et il y a surtout également un travail d'écriture remarquable. Un Mad Men, par exemple, aussi, c'est très lent. Il se passe plein de choses, et en même temps, il ne se passe pas grand-chose. Mais chaque personnage a vraiment son écriture, son profil, sa place dans l'histoire, le moment où il doit se retirer de l'histoire pour laisser la place aux autres. Et même quand il s'est retiré de l'histoire, il a encore un rôle à jouer. Et ça, c'est remarquable dans l'écriture. Il faut être vraiment très professionnel. Pour moi, par exemple, un des plus grands scénaristes actuels, ce n'est pas un scénariste de bande dessinée, c'est Moffat qui a écrit les Sherlock Holmes que l'on peut voir à la BBC, qui sont des petits bijoux d'orfèvrerie au niveau de l'écriture. Même un peu trop d'ailleurs, on s'y perd parfois. Qui est aussi le scénariste du Tintin de du Spielberg. Tintin, voilà, qui a été approché par Spielberg. Il y a, chez Moffat, il va chercher le mythe, il connaît son Sherlock Holmes par cœur, et en même temps, il va lui insuffler une modernité, un tempo, une originalité rare. Et ça, c'est vraiment le genre de travail que j'aime. La complainte des landes perdues, c'est vrai, on reprend des thématiques anciennes, on les retravaille selon une sensibilité et une émotion qui nous est personnelle, avec un jeu sur beaucoup de personnages également, et sur tout doucement une thématique qui se dessine épisode après épisode. Donc, vous voyez, tout ça, c'est absolument merveilleux. Il faut acheter plein de choses dans une snack. Donc, Merci beaucoup, Philippe Delavie et Jean Dufaux, pour cette rencontre. merci à vous, c'est très chouette. Merci d'être là.